Bonjour tout le monde, bienvenue à ce petit rassemblement 8 septembre 2023 que nous faisons parce que d'ici un an, la séquence des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris se terminera à la même date et que nous voulons lancer par des prises de parole et des actions qui se déroulent ailleurs une séquence de mobilisation sur et contre ces Jeux Olympiques que nous qualifions de Jeux Olympiques du capitalisme vert. Nous allons donner la parole à une petite dizaine de collectifs écologistes, habitants, gilets jaunes, qui vont donner leur point de vue, leur analyse et leur critique et leurs revendications pour cette séquence. Nous voulons cependant commencer par citer les noms des 5 morts des chantiers du Grand Paris Express et que tout le monde fasse une minute de silence en mémoire de ces 5 personnes. Les voici, depuis mars 2020, 5 ouvriers sont morts sur les chantiers. Maxime Wagner, 37 ans. Jérémy Werson, 21 ans. Joao Batista Fernandez Miranda, 61 ans. Abdoulaye Soumaoro, 41 ans. Et Seydou Fofana, 21 ans. Nous prenons la parole maintenant, en commençant par le collectif des habitants Pleyel. Dans le groupe scolaire Play Anatole France, donc dont on voit voilà, il est juste à côté. Donc ce groupe scolaire constitué d'une école maternelle et d'une école élémentaire va être en fait emprisonné par un échangeur autoroutier à 5 bretelles qui sera réalisé sous la bannière des Jeux Olympiques et Paralympiques, puisque c'est la société de livraison des ouvrages olympiques qui le finance à hauteur de 95 millions d'euros. Donc nous avons ici l'école maternelle avec les 14 000 voitures qui sont projetées pour 2024, l'école élémentaire, 13 000 voitures prévues ici sur cet axe-là. Et donc en fait ce triangle est constitué de boulevard de la Libération, boulevard Anatole France, route de la Révolte. Et nous avons ici les bretelles, les 5 bretelles qui sont connectées à ce triangle. Ce triangle, l'autorité environnementale, quand elle a rendu son rapport du 16 janvier 2019, donc avant même que ce projet ne soit réalisé, il était en cours de conception, avait dit de ce triangle, le triangle Libération, Anatole France, Révolte, sera juste suffisant pour supporter le poids de la circulation à l'horizon 2030. Comprenez bien que ce triangle, d'après l'autorité environnementale en 2019, avait alerté les pouvoirs publics, avait alerté les élus locaux, départementaux, régionaux, préfectures, que ce triangle serait mécaniquement impraticable. On voit les conséquences, hein, sachant que l'échangeur n'est même pas ouvert. Voilà, on ne s'entend même pas parler tellement il y a de circulation, alors que cet échangeur n'est même pas en fonctionnement. Nous avons essayé de faire ce qu'on a pu pour que les pouvoirs publics nous écoutent pour
modifier ce projet. Donc tout a été vain. Tout a été vain. Donc le préfet de région a qualifié ce projet d'intérêt général le 22 novembre 2019. Nous sommes partis en justice le 20 janvier 2020. Le 20 janvier, on a lancé un recours pour modifier ce projet écocide et qui portera atteinte à 600 enfants âgés de 3 à 12 ans. Donc le 5 mai 2020, la même année, la Cour administrative d'appel de Paris a suspendu l'intérêt général, donc le projet lui-même, pendant 5 mois. Donc ça n'a pas beaucoup tardé. Un autre juge, avec un autre rapporteur de la même Cour d'appel de Paris, a validé ce projet le 22 octobre 2020 pour des considérations économiques et sociétales. Donc il vous dit, eu égard aux intérêts socio-économiques, les dégâts que causera cet échangeur ne sont pas recevables. Donc après cette décision, nous sommes partis au Conseil d'État. Nous sommes partis au Conseil d'État en décembre 2020. Le Conseil d'État a mis 1 an pour nous répondre et déporter aussi notre recours. Donc cette décision, nous l'avons reçue, je crois, le mois d'août 2021. Le mois de décembre, nous sommes partis à la Cour européenne des droits de l'homme pour dénoncer l'inqualifiable, pour dénoncer ce projet abject. Donc la Cour européenne des droits de l'homme nous a déboutés. Nous a déboutés parce que pour elle, les membres des associations qui restent en justice, qui portent ce recours devant la Cour européenne des droits de l'homme, ne sont pas directement touchés par ce projet. Où est-ce que vous avez vu une association qui se protège elle-même? Une association protège d'autres. En l'occurrence, c'est ces enfants qu'on était en train de protéger. Et la Cour européenne vous dit, vous n'êtes pas touché vous-même, membre d'association qui restez en justice, nous déboutant votre recours. Donc, il y a aussi les pressions des Jeux Olympiques. Je pense qu'il y a les Jeux Olympiques derrière. C'est pour ça qu'on essaie de ne pas faire de vagues. Nous, notre objectif, ce n'est pas de faire de vagues. Nous ne sommes pas contre les Jeux Olympiques, ni pour les Jeux Olympiques. Notre problème à nous, c'est ces enfants qui sont emprisonnés dans un échangeur à 5 bretelles, qui emprisonnera littéralement ces gamins pour des dizaines et dizaines d'années. Donc j'ai vu un pneumologue qui conseille Paris sur les pollutions urbaines, et ce pneumologue m'a dit quelque chose que je ne savais pas. Il m'a dit la Fondation Le Souffle, qui conseille Paris sur les pollutions urbaines, recommande à ce que les établissements scolaires type école soient éloignés des axes à fort trafic de 500 mètres. De 500 mètres. Je lui pose une question simple à ce pneumologue, qui est membre de cette fondation. Je lui dis, mais qu'est-ce que vous appelez un axe à fort trafic? Il me dit, un axe à fort trafic défini, d'après la Fondation Le Souffle, par 10 000 véhicules par jour. 10 000 véhicules par jour. Ici, nous n'aurons pas 10 000 véhicules par jour, nous aurons 14 000 véhicules par jour du côté maternel et 13 000 véhicules du côté élémentaire. Donc, nous essayons de faire tout ce qu'on peut pour justement faire en sorte que l'État, les collectivités territoriales réagissent à cette absurdité. En fait, dans le quartier Pleyel, il faut juste comprendre quelque chose. Ce projet n'est pas né de nulle part. Ce projet, en fait, il a eu ses débuts en 2018. Quand la tour Pleyel devait se construire, ce consortium privé qui a acheté la tour Pleyel pour la réaménager a signé un accord avec la mairie de Saint-Denis pour ligaturer la rue périphérique au quartier Pleyel, qui transporte entre 10 et 20 000 bagnoles par jour. Elle s'appelle rue Francis Poulbeau. Elle s'apparente plus à une bretelle d'autoroute avec des portiques autoroutières qu'à une rue. Donc cette rue a été ligaturée en fait en 2018. On savait qu'ils n'allaient pas la fermer, mais en tout cas la réduire. Aujourd'hui, elle sera fermée. Et de l'autre côté, à cause du village olympique et paralympique, les quais de Seine seront réduits de 3 à 2 voies. Les quais de Seine qui
achemine entre 20 et 21 000 véhicules par jour. Aujourd'hui, sans cet échangeur. 10 à 20 000 bagnoles d'un côté, 20 à 21 000 de l'autre côté. Le quartier Pleyel est bordé par la Seine et les voies ferrées. Au jour d'aujourd'hui, on sait que les voitures ne naviguent pas sur l'eau, ne roulent pas sur des voies ferrées, ne volent pas. Donc la seule issue pour une bagnole, c'est de rouler sur de l'asphalte. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait par ces projets? Donc il n'y a pas que celui-ci. Celui-ci est la résultante en fait d'un déni. Il est la résultante d'un mépris. En fait, les habitants, les enfants du quartier Pleyel ont été complètement invisibilisés pour la préparation des Jeux Olympiques. En fait, l'idée c'est quoi? L'idée c'est de préparer les Jeux Olympiques. La France a signé ces Jeux en 2016. Donc, il ne fallait pas faire de vagues. Et dès lors qu'il y a eu des habitants qui se sont révoltés pour dénoncer en fait l'inqualifiable, donc ils ont commencé à nous proposer des mesures que nous considérons comme des mesurettes. Et végétaliser à 12 mètres de l'école maternelle, ce n'est pas une solution. Par contre, ce que nous avons proposé à la région Île-de-France, dont le siège est à Saint-Ouen. J'ai été auditionné par la région dans le cadre du schéma directeur régional, le STRIF E. Et qu'est-ce que je leur ai proposé? Parce qu'ils m'ont dit, mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous? Je dis, c'est simple. La région gère le STIF. La région gère les transports en commun. Pourquoi ne pas créer une ligne de tramway entre Porte de Paris, en passant par l'école élémentaire et maternelle Anatole France, à Pleyel, passer par la mairie pour rejoindre porte de Clignancourt et porte de Saint-Ouen. Donc, et cette ligne de tramway passerait par ici et évacuerait en fait tous les véhicules qui sont aujourd'hui, qui seront acheminés par l'échangeur de ce côté-là. Donc c'est juste pour vous dire, des solutions existent, des alternatives existent. Cela fait 4 longues années qu'on leur propose des alternatives crédibles, réalisables, qui leur économiseraient même de l'argent sur ce projet. On a même proposé un projet, enfin une alternative, pour supprimer la bretelle USB, qui coûterait 6 millions d'euros sur le projet global, pour la supprimer. Pourquoi garder une bretelle, sachant qu'on en a 4 autres? On ne comprend pas. Cette bretelle existe pour relier ce diffuseur au diffuseur de Porte de Paris. Pourquoi ne pas la supprimer? Eh bien non, ils ont trouvé une solution, c'est de descendre à 50 mètres de la façade de l'école maternelle. C'est abject. C'est abject. La dernière chose, ils installent des purificateurs d'air dans le village olympique. Des purificateurs d'air dans toutes les pièces de chaque logement du village olympique. Donc, du futur héritage village olympique. Ici même, la tour Pleyel et ses annexes, plus la tour de bureau qui est derrière, qui ligature en fait l'axe périphérique, c'est pour du pognon qu'ils font tout ça. Ce complexe avec cette tour Pleyel ne respireront pas une particule fine qui sera émise par les véhicules qui circuleront ici. Pourquoi? Parce qu'ils auront une ventilation mécanisée avec purification d'air. Ce sera un hôpital qui aura là-dedans. Par contre, pour les enfants de Pleyel, qu'est-ce qu'ils ont prévu? Ils ont prévu un purificateur d'air dans la cour de l'école. C'est du mépris. C'est du mépris. On a dit, mais il faut des purificateurs dans toutes les classes. L'air d'ici rentre de la rue vers les classes et non pas de la cour vers les classes. Nous avons demandé une station air Paris. Cette station a été installée dans la cour de l'école pour maquiller les relevés, pour fausser les relevés. On leur a demandé de les installer à l'extérieur, là où il y a les pots d'échappement. Je veux savoir la quantité de polluants qui rentrent dans les classes par les rues. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont mis dans la cour de l'école pour maquiller les résultats, pour vous dire oui, on a installé une station FH. Un protocole sanitaire que nous avons poussé, que les habitants, que les collectifs ont demandé à la commission d'enquête, que nous avons eu. Mais nous avons été écartés de cette commission qui statue sur l'emplacement de ce purificateur. C'est du déni, c'est du jamais vu. C'est des choses que nous voyons tous. On voit les dégâts qui arrivent sur les adultes, sur les enfants de ce quartier.
Et aucun élu, aucune institution publique, je parle bien d'institution publique. Quand j'ai vu l'ARS, l'Agence régionale de santé, je n'ai rien entendu. Je n'ai pas entendu leur intervention. Ils ne sont pas venus une seule fois ici. Ils sont venus une seule fois ici. Agence régionale de santé. Alors qu'il s'agit d'un scandale sanitaire sans précédent. On ne voit pas les institutions publiques. Pourquoi? Parce qu'il faut taire ce problème. Parce que ce scandale doit être mis sur le papier. Ben, nous sommes là en tant qu'habitants, en tant que parents d'élèves, collectifs, associations, ONG. Parce que nous avons aujourd'hui Greenpeace, UNICEF, l'association Respire, le mouvement qui nous aide justement à visibiliser ce projet que les institutions publiques et l'État veulent cacher aux citoyens. Notre travail aujourd'hui, c'est de montrer qu'il y a un scandale sanitaire qu'il faudra en fait que tous les citoyens de France puissent connaître. Voilà, je vous remercie. Merci. Ça résume très bien tout ce que j'entends depuis 4-5 ans et personne ne m'écoute depuis le temps que je répète. Depuis le temps que je répète, ça me donne toujours autant la sensation de la vie. Je te jure. C'est mon travail, c'est mon travail. Bah ouais, mais c'est la réalité, Et puis, la personne a l'impression que... À un moment donné, ça arrivera. La première fois que j'ai parlé... On va continuer les prises de parole comme il y a plusieurs collectifs qui doivent parler. Merci beaucoup, en tout cas, Amine, d'avoir parlé pour présenter ce qui se passe précisément ici et pourquoi on est précisément allé sur cette place Pleyel pour faire ce rassemblement contre les Jeux Olympiques, parce que ça illustre très bien le problème qu'on a ici avec un mépris de classe généralisé dans les installations où on met toutes les pires choses sur le dos des pauvres, et même, on peut dire dans ce cas ici, un véritable cas de racisme environnemental. Voilà, bon, je vais passer la parole aux autres collectifs, donc pour Saccage 2024. Je peux redire le nom de ce collectif? On m'entend comme ça? Bonjour, du coup je vais parler pour Saccage 2024. Je vais essayer de faire un peu court, même si effectivement il y a beaucoup de choses à dire. Ce qu'on disait en intro, c'est qu'en fait on est aujourd'hui ici parce que c'est une sorte de double anniversaire. Le 8 septembre, ça va être la fin des JO dans un an, la fin des Jeux Olympiques et Paralympiques, surtout le 8 septembre. Et aujourd'hui, c'est le début de la Coupe du Monde de rugby. Et en fait, c'est un peu l'occasion de parler du fait que globalement dans le 93, qui est un des départements les plus pauvres, le plus pauvre de France métropolitaine, les seules choses qu'on nous vend, c'est des grands événements et c'est du sport. En nous disant que ça va être incroyable, que ça va être miraculeux et que ça va sauver tous les pauvres. Du coup, je voudrais faire un petit tour de ce qui s'est passé, on va dire, allez, ces 6 derniers mois, je pense que ça suffit. On va parler expulsion, parce que globalement, pour l'instant, les JO, c'est surtout des expulsions. On a eu l'expulsion du squat Unibéton, qui était à l'île Saint-Denis, qui a eu lieu en avril. C'était 300 personnes qui ont été mises à la rue avec des solutions de relogement. Il faut savoir qu'il y a une dizaine de ces personnes qui ont trouvé un autre squat pour pouvoir se mettre à l'abri à Reny-sous-Bois. On les a dégagés il y a 2 jours, donc c'est de nouveau des personnes qui sont à la rue. Ensuite, début août, il y a eu le collectif Schaeffer à Aubervilliers qui a été violenté et mis à la rue à coups de gaz lacrymo sans aucune prévention, début d'un incendie. 200 personnes qui sont mises à la rue, des personnes qui dorment actuellement, femmes et enfants, sur le canal d'Aubervilliers et le canal de Saint-Denis. Voilà, ça c'est chouette. En termes d'expulsion, on peut aussi parler des étudiants qui normalement devraient avoir gagné en justice, mais des étudiants que le Crous essaie de dégager, sans parler de tous les étudiants qui à la rentrée ne trouvent pas de logement, parce que Coupe du Monde oblige, JO oblige, tous les bailleurs essayent de faire des bails qui s'arrêtent en juin pour pouvoir se faire de l'argent. Il faut savoir que les prix Airbnb, ils ont déjà sextuplé. Voilà, on est sur des crises de logement. Pour parler, là, le village olympique qui est juste à côté d'ici, on est sur des prix qui sont plus du double mètre carré sur la vente. Et pendant ce temps-là, à l'île Saint-Denis, là, il y a des personnes qui sont en train de squatter le hall de leur immeuble, à l'immeuble Torres, parce qu'il y a eu un incendie il y a 2 semaines, si je ne dis pas de bêtises, et qu'il n'y a aucune solution de relogement, et qu'on a dit aux gens, c'est pas grave, vous retournez dans votre bâtiment incendié. Donc voilà, globalement, en termes
héritage social, c'est vraiment très chouette ce qui se passe avec les JO. Et on peut regarder un autre héritage, on peut parler du travail, puisqu'on nous dit que les JO vont ramener énormément de travail en Seine-Saint-Denis. Effectivement, 45 000 bénévoles, c'est un super travail. Bon, sachant qu'ils ne seront pas logés et que s'ils sont gentils, ils auront peut-être un repas. Ça, c'est génial comme travail. Ensuite, on peut parler des ouvriers sans papier qui sont allés en justice au tribunal de Bobigny pour travail dissimulé et exploitation au travail. Ça, c'est pas mal aussi. En termes de travail, on peut parler aussi de toutes les personnes qui actuellement sont au RSA en attendant que le gouvernement fasse un RSA avec heures obligatoires. Ces gens, on est en train de leur proposer des formations presque obligatoires pour être agent de sécurité parce qu'en fait, on leur explique pas que la formation en fait n'est pas obligatoire et une fois qu'ils ont fait la formation, ils sont obligés d'accepter des postes d'agent de sécurité. Ces mêmes personnes qui sont au RSA, on est en train d'essayer de les débaucher pour être agent de police municipale parce que oui, en fait, globalement, il manque de police pour les JO vu qu'on a prévu plus de 35 000 flics et plus de 200 agents de sécurité qui manquent, les 200 agents de sécurité. Donc globalement, voilà, c'est ça qu'on propose comme travail dans le 93, c'est des flics, parce que globalement ça va être le seul héritage du 93, c'est de la gentrification et des keufs partout. Il faut savoir que Darmanin a lancé un plan vigilance JO pour sécuriser nos rues, et c'est un plan, et ça je pense que vraiment pas grand monde le sait, qui inclut de mettre des flics dans les trains et de mettre des commissariats dans les gares. Mais quand je parle des gares de Limoges, je parle des gares d'Angers, il y a 77 unités qui vont être déployées pour sécuriser. Et évidemment, ça, on sait que ça va rester en fait. C'est comme les caméras de surveillance et la VSA, ça va rester après les JO. Donc globalement, c'est un des seuls héritages vraiment qu'on va se prendre dans la tête. Et pour conclure sur deux choses, en fait, nous, ce qu'on dit à Saccage 2024, c'est que tout ça, ça tombe pas du ciel et c'est pas parce qu'il y a des décisions qui ont été prises. C'est des effets structurants en fait. Si vous regardez toutes les éditions des JO, des JOP, parce que les Paralympiques prennent aussi, en fait, ça a toujours été ça. Nos analyses, on les fait parce que, en fait, à Londres, c'est ce qui s'est passé, à Pékin, c'est ce qui s'est passé, à Los Angeles en 84, c'est ce qui s'est passé, à Albertville, ça s'est passé. Enfin, à un moment, il faut juste arrêter d'être dupe et de se rendre compte que si ça se passe depuis 60 ans, on ne fera pas exception. Ça fait 45 ans, 60 ans qu'on nous dit que ce sera les jeux les plus populaires et les plus verts de l'histoire. Juste arrêtons. Et pour dire à quel point on nous prend vraiment pour les dindons de la farce, en ce moment, il y a Wauquiez et Muselier qui sont en train de lancer une candidature. Ils étaient reçus par le CIO hier à Lausanne pour proposer la candidature des Alpes du Nord et des Alpes du Sud pour les JO d'hiver en 2030, sachant qu'il y a déjà, globalement, on est en train de nous dire qu'il n'y aura plus de neige en 2030 dans les Alpes. Mais voilà, et ils arrivent à nous vendre ça en nous disant que ça va être bas carbone et que ça va être bon pour la planète. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'on arrête ça maintenant, on arrête à Paris, et si on n'arrivera pas à l'arrêter à Paris, ça sera la dernière édition. Pas de JO ici, ni ailleurs. Merci. Merci beaucoup. Je passe la parole à Alternative à Paris. Vous m'entendez? Bon, je m'appelle Lucie, je fais partie d'Alternative à Paris, et Alternative à Paris est acteur dans la coordination des luttes locales Île-de-France. La coordination des luttes locales Île-de-France, c'est un regroupement en fait de plusieurs collectifs en Île-de-France qui luttent pour des grands projets qu'on appelle inutiles et imposés. Et c'est des projets comme l'artificialisation des sols à Gonesse et Saclay face à des lignes de métro qui arriveraient en plein champ, la destruction de jardins, la construction d'échangeurs et de routes dont on parlait tout à l'heure. Et dans cette coordination, on observe que les Jeux Olympiques accélèrent et en fait empirent les projets qui sont actuellement proposés en Île-de-France. Et c'est en gros une justification en plus pour la région pour accélérer ces projets en dépit de plein de réglementations, de respect de plein de réglementations, notamment sur l'urbanisme et toute étude environnementale et sociale qui peuvent être faites. Donc c'est un coup d'accélérateur qui ne nous permet pas en fait de faire les choses bien, et seulement les choses, ça leur permet de faire les choses vite. Et en fait pour nous on pense que c'est un énorme problème, déjà parce que contrairement aux organisateurs des Jeux Olympiques, on ne pense pas qu'il y a des vies qui valent mieux que d'autres, mais aussi parce que en faisant les choses vite et pas forcément bien, les impacts des Jeux Olympiques ne vont pas seulement être sur l'année 2024, donc l'année des Jeux mêmes, mais vont perdurer dans le temps, donc plus tard. Notamment, effectivement, ce dont parlait Saccage sur les lois répressives de sécurité, etc., elles vont perdurer après
olympiques. Enfin, en tout cas, elles seront banalisées, donc pourront être perdurées plus facilement après les Jeux. Toutes les questions d'urbanisation, notamment ici dans le département de Seine-Saint-Denis, l'urbanisation de l'aménagement de la ville va augmenter les prix de l'immobilier, donc gentrifier encore plus